Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juin. Le titre du jour est « Les plus hauts annuels aimantent le S&P 500 ». En effet, le Standard & Poor's 500, l'indice directeur américain, évolue encore ce matin au-dessus des 2100 points. Il a parfaitement tenu son support à 2086 points vendredi, et ce malgré la publication de chiffres mensuels de l'emploi inférieurs aux attentes. On va voir tout cela ensemble, on va voir à quel point les indices américains tiennent bien. L'Europe sous-performe un petit peu à cause de l'euro-dollar qui est particulièrement fort. Nous allons voir les décalages récents sur l'or et l'euro-dollar, notamment donc les forts décalages qu'on a notés vendredi suite à la chute du dollar américain. Nous allons parler de tout cela pour débuter cette matinale. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission. Je salue également tous ceux qui regardent la vidéo enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va parler, comme tous les matins, des actualités marché, macro, actions. On parlera des statistiques économiques passées et à venir. On verra une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. On va parler, comme tous les matins, indices, actions, matières premières et forex. Alors, en termes d'actualité marché, le Standard & Poor's travaille la zone des 2100 points à 0,5% de ses plus hauts annuels. Donc vendredi, nous avons eu la publication des NFP. Le Standard & Poor's était juste sous résistance. En séance, il est revenu sur support à 2086 points. Il a terminé à proximité malgré tout des 2100 points. Les acheteurs sont restés bel et bien présents sur le S&P. Deux raisons à cela. Eh bien, la première, c'est que le dollar a fortement baissé et ça, c'est un soutien pour les entreprises américaines. Et puis, bien évidemment, étant donné que les chiffres du chômage américain étaient bien en deçà des attentes vendredi, cela a fait reculer les probabilités de hausse de taux aux États-Unis. La hausse de taux en juin s'est complètement éclipsée, elle est tombée à 6%, et la hausse de taux potentielle en juillet, qui était pricée à 60%, n'est désormais plus que pricée à 37% par les Fed Funds. Donc, étant donné que la probabilité de hausse de taux a reculé, eh bien, les marchés sont restés complaisants, car une hausse de taux viendrait peser sur le marché action et rendre le marché obligataire plus attractif. Étant donné que la hausse de taux s'éloigne, eh bien, les investisseurs sont restés acheteurs sur les indices, et notamment le S&P 500 qui retrouve donc ses plus hauts annuels à 1,5-2% de ses plus hauts historiques. Un range s'est créé sur le Brent entre 47,5 et 50,5 dollars. Le Brent s'est stabilisé depuis à peu près 2 semaines dans ce range, malgré un non-événement à l'OPEP, malgré des stocks un petit peu inférieurs à ce qui était attendu, enfin supérieur aux attentes en fait. La baisse des stocks était inférieure aux attentes. Eh bien, le pétrole tient particulièrement bien. Donc, ce dernier est haussier, il est dans un range, il peut en sortir par le haut. Donc, soyons factuels. On verra ce range dans quelques instants sur les graphiques. L'or et l'euro ont fortement décalé à la hausse vendredi. L'or a gagné plus de 30 dollars, l'euro-dollar 200 points. Alors attention, nous allons voir que l'or est dans un range de moyen terme entre 1200 et 1300. Donc autour de 1240-1250, on est en fait à 50% du range. C'est un seuil à partir duquel on peut soit reculer et consolider, soit partir à la hausse. Le timing n'est pas du tout évident dans ce type de scénario. C'est la même chose sur l'euro. L'euro est dans un canal haussier. Il a la borne haute à 1,16, 1,17, la borne basse à 1,11. Donc ce matin à 1,13, 30, 40, on est en plein milieu de ce canal haussier et le timing n'est donc pas évident.
Je vous dis cela car nous avions parlé de potentiel haussier sur l'or et l'euro avant le NFP de vendredi dernier. On a vu des beaux décalages sur l'or et l'euro se faire vendredi, les acheteurs ont bien profité. Attention néanmoins car on va avoir un discours de Janet Yellen aujourd'hui à 18h30 et si Janet Yellen se montre tout de même confiante sur des hausses de taux à venir aux États-Unis et donc confiante sur l'économie américaine, eh bien le dollar pourrait reprendre un peu de poil de la bête et cela ferait reculer l'or et l'euro. Donc ce n'est pas parce que nous avons eu des forts décalages haussiers sur ces deux actifs vendredi que les mouvements vont continuer à la hausse si facilement. Et puis pour finir dans les actualités marchés, le gaz naturel retrouve ses plus hauts annuels à 2,36. Il n'est pas loin de ses plus hauts du 11 janvier dernier. Le gaz naturel est particulièrement soutenu, je vous le rappelle, à cause des températures qui sont très élevées aux États-Unis et donc il y a de l'utilisation du gaz dans les systèmes de climatisation, ce qui soutient les cours à la hausse. En termes d'actualité macroéconomique, la probabilité de Brexit est passée de 19 à 28% chez Betfair. Betfair, c'est un des plus gros sites anglais de paris en ligne. Au sujet du Brexit, je vous ai rédigé une analyse sur le site de CMC Markets. Quand vous allez dans la rubrique Actualité et analyse, la première analyse, elle est ici. Je l'ai publiée vendredi en fin de journée. Ça s'appelle « La livre sous le feu des projecteurs ». Donc voilà. Regardez cette analyse. Les probabilités de Brexit, elles sont certes en augmentation, mais elles sont bien inférieures à 50%. Pour le moment, la probabilité de Brexit est donc inférieure à 50%. Les marchés restent néanmoins sous pression à cause de ce fameux référendum anglais qui aura lieu le 23 juin prochain. Ça s'approche, on n'est plus qu'à 2 semaines et demie de l'échéance. Je vous ai rédigé une analyse dans laquelle j'explique que dans les 15 jours à venir, la livre et le FTSE pourraient être un petit peu dangereux à trader car ils pourraient décaler à tout moment à cause justement de ces fameux sondages qui sont publiés pratiquement tous les jours désormais. Je pense qu'on retrouvera de la visibilité sur la livre après le référendum du 23 juin. D'ici là, c'est vraiment de la pure spéculation. Ensuite, Rothschild et Martin Morel pourraient fusionner pour un ensemble de 34 milliards d'euros. Autre fait à noter, plus forte progression des dépenses des ménages américains depuis 6 ans, plus 1% en avril. Donc on a toujours des statistiques qui continuent de pointer vers une hausse de taux américaine, des chiffres qui montrent une amélioration de la macroéconomie sur certains pans de l'économie, sur certaines statistiques américaines. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. Certes, les probabilités de hausse de taux ont baissé, mais il y a quand même des chiffres qui continuent de peser dans la balance d'une hausse de taux aux États-Unis. Justement, la probabilité d'une hausse de taux en juin, elle est tombée à 6% et elle est tombée à 37% en juillet. Je vous avais déjà expliqué dans les matinales précédentes qu'il y avait très peu de chances que les taux soient montés en juin, une semaine avant le référendum anglais. Je vous avais expliqué qu'il y avait très peu de chances que les taux soient montés au mois de juillet en plein été. On avait aussi dit que fin d'année, ce ne serait pas évident pour les États-Unis puisqu'il y avait les élections américaines. Donc la dernière fenêtre de titre potentielle qu'il reste à Janet Yellen, d'après moi, c'est le mois de septembre. Donc on va voir le discours de Janet Yellen aujourd'hui à 18h30. On va avoir rendez-vous avec la Fed, non pas cette semaine, mais la suivante, le 15 juin prochain. Je pense que les taux donc ne seront pas montés. Par contre, je pense que cet été, on peut continuer d'avoir des spéculations sur des hausses de taux et peut-être qu'on verra les probabilités de septembre ou bien de décembre réaugmenter. Concernant la hausse de taux, concernant la macroéconomie américaine, etc., je vous rappelle qu'on avait fait un webinaire avec Véronique Riche-Flores sur les risques de récession américaine. J'espère que certains d'entre vous l'ont vu ce week-end. Les autres, n'hésitez pas à le voir, vraiment. Évaluation des risques et impact sur le reste du monde d'une récession américaine. C'est, au vu des chiffres économiques, en tous les cas, une probabilité qui ne fait qu'augmenter.
Et puis pour finir, Loretta Mester de la Fed de Cleveland considère que la faiblesse du chiffre de l'emploi de vendredi ne lui fera pas modifier ses perspectives sur l'économie américaine. Donc vous voyez bien ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y avait une probabilité de hausse de taux, elle a baissé. Néanmoins, il y a de grandes chances que les membres de la Fed disent on a eu un mauvais chiffre du NFP au mois publié début juin, donc pour le mois de mai, mais il se pourrait que les chiffres à venir soient bons. Donc je pense que les États-Unis, les membres de la Fed vont rester ancrés dans leur politique de hausse de taux potentiel, et même si la probabilité a baissé, de par leurs commentaires, de par des chiffres économiques, cette probabilité pourrait de nouveau réaugmenter par la suite. Côté entreprise, peu de publications ce jour. Citigroup s'attend à une légère croissance des revenus d'activité de marché au deuxième trimestre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les banques. Les banques ont eu des très mauvais chiffres d'activité au premier trimestre. Et donc, si Citigroup s'attend à une amélioration au deuxième trimestre, ça pourrait les aider le secteur bancaire. Concernant Uber, eh bien Uber a vu l'Arabie Saoudite entrer au capital de son capital, entrer à son capital pour 3,5 milliards d'euros. Valneva biopharmaceutique, qui a été sanctionné vendredi, chute encore ce matin de 3% suite à l'échec clinique de son vaccin. Et puis Michelin voit sa division pneus augmenter de 20% à échéance 2020. C'était une des nouvelles ce matin sur le marché français. Vous pouvez voir que dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC, on retrouve très peu de baisse. On est ce matin en hausse sur le CAC 40. Il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Et vous voyez que dans les hausses, on retrouve une bancaire, Crédit Agricole. C'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve Valeo qui est toujours entouré. Valeo qui cherche à acheter donc une entreprise allemande pour 900 millions d'euros. On en avait parlé la semaine dernière. Et puis ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est le secteur des matériaux de base. En France, on retrouve aussi un titre dans ce secteur qui est Eramet. Et depuis à peu près 10 jours, je vous répète tous les jours que ce secteur est particulièrement entouré. Arcelor est très souvent en tête des hausses du CAC et Eramet continue d'être recherché également sur le marché français. Côté statistiques passées, eh bien donc vendredi, on a eu 38 000 créations d'emplois aux États-Unis contre des attentes à 160 000. Le taux de chômage, néanmoins, a baissé à 4,7% contre des attentes à 4,9%. Donc le taux de chômage américain est au plus bas depuis la crise de 2008. Certes, les créations d'emplois ont été faibles, donc la Fed va botter en touche à court terme et attendre plus de chiffres économiques. Donc comprenez bien qu'à court terme, ça a eu un effet de baisse de la probabilité de hausse de taux, de baisse du dollar américain, mais parce que le taux de chômage est faible, mais parce que Janet Yellen et d'autres membres de la Fed devraient garder leur politique en ligne de mire, la politique de hausse de taux, eh bien il se pourrait qu'on ait eu un décalage sur le dollar, mais qu'il ne dure pas forcément. C'est pas forcément la naissance d'une tendance baissière sur le dollar et donc une tendance haussière sur l'euro et l'or. C'est ce que j'essaye vraiment de vous faire comprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, attention, discours de Janet Yellen à 18h30. C'est là où justement on va voir si la présidente de la Réserve fédérale américaine va parler de la publication du NFP de vendredi. Et c'est là où on va voir si justement elle garde le cap, confiante dans la politique américaine et de possibles hausses de taux. Si tel devait être le cas, le dollar pourrait retrouver un petit peu d'acheteurs et donc on pourrait voir des replis sur l'euro et l'or. Concernant les autres chiffres, à 11h, on aura le PIB européen. Ensuite, à 14h30, on aura des chiffres de productivité aux États-Unis. Et puis donc à 18h30, on aura le discours de Janet Yellen. Et dans la nuit, regardez bien, attention, on va avoir des statistiques japonaises, des statistiques australiennes et des statistiques chinoises. Donc demain matin, on pourrait avoir des gaps haussiers ou baissiers et puis des décalages sur les monnaies avec toutes ces statistiques à suivre. Ce sera cette semaine où il y a particulièrement des publications et des rendez-vous avec les banques centrales en Australie et en Nouvelle-Zélande.
et ça devrait donc entraîner des opportunités. Et pour finir avec cette présentation, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. C'est un triangle noté 5 sur 5 sur le titre Crédit Agricole. Je n'ai pas choisi Crédit Agricole au hasard, j'ai pris une bancaire pour vous montrer que les bancaires justement étaient sur des zones de soutien. Tant qu'on tient ces zones de prix-là et tant que le CAC tient la zone des 4400, 4430, eh bien on peut potentiellement repartir à la hausse. Si au contraire on cassait les récents plus bas sur le titre Crédit Agricole, on sortirait d'un triangle chartiste et on aurait donc potentiellement une tendance baissière qui s'affirmerait, et qui dit baisse de Crédit Agricole, dit baisse du secteur bancaire et donc de l'aversion au risque sur les indices. Donc vous le comprenez, de ce fait, nous sommes sur les indices dans des zones de prix d'importance. Il faudra absolument tenir les supports pour que la hausse puisse reprendre. A contrario, eh bien, on pourrait avoir des décalages baissiers. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et vous connaissez la chanson. On commence avec le S&P 500. Le S&P 500 est un indice américain particulièrement haussier. Depuis 3 mois et demi, il est dans une tendance haussière de moyen terme. Depuis 2 mois, il est dans un range horizontal. Et depuis 10 jours, il est dans une jolie tendance haussière. On a eu une impulsion, non pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. La semaine dernière a été une semaine de consolidation. Toute la semaine, les prix du S&P sont revenus vers le support des 2085-2087. Les acheteurs se sont présentés et à chaque fois, les cours sont repartis à la hausse. Si on a des statistiques positives, si la complaisance est de mise sur les marchés, si Janet Yellen se montre confiante, eh bien on pourrait voir les indices américains challenger les plus hauts de la semaine dernière. Juste au-dessus, on a les 2110 points les plus hauts annuels, et en cas de cassure des plus hauts annuels, on pourrait voir une accélération nette en direction des plus hauts historiques. A contrario, on est dans un range. Si on échoue sous la borne haute, on peut aussi avoir un retour de nouveau sur la borne basse comme vendredi. Et je vous le répète, c'est très clair, tant que les cours du SP500 sont au-dessus des 2085 points, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main. Si et seulement si on constate une cassure des 2085 en cours de clôture, alors on parlera de prémices de retournement baissier, de consolidation. En attendant, tant que ce point clé tiendra, eh bien, les acheteurs ont la main. Sur les indices européens, c'est un petit peu différent, étant donné que les Européens sous-performent. Ce qui explique la sous-performance des indices européens, c'est tout simplement la forte appréciation de l'euro-dollar. En effet, quand l'euro s'apprécie, eh bien, cela pèse sur les actions et les indices européens. C'est la raison pour laquelle le CAC a consolidé et il a été aussi lourd vendredi. C'est la raison pour laquelle ce matin, il consolide à plat et il n'arrive pas forcément à rebondir. C'est la même chose sur le DAX. Donc vous voyez que le CAC, il avait un support à 4430, il l'a cassé et puis il le travaille ce matin. En dessous, on a une zone de soutien clé dans la zone des 4370-4380 points. Donc si le CAC 40 n'arrive pas à passer les 4430 points, il pourrait revenir tester cette zone des 4370-4400 points. Si on arrive à dépasser 4430 pour de bon, eh bien on pourrait avoir de nouveau un retour des acheteurs. En tous les cas, une chose est certaine, si vous vous posez la question de savoir pourquoi le S&P est tellement haussier alors que l'Europe est bien consolide, eh bien c'est tout simplement parce que l'euro-dollar pèse sur les actions européennes, de la même façon que l'appréciation du yen pèse par moment sur les actions japonaises. Il faut bien comprendre que les monnaies changent la donne. Vous avez des indices américains qui sont les plus haussiers, ensuite on a les Européens qui pâtissent de l'euro fort, et ensuite on a le Nikkei qui pâtit du yen fort. Donc de ce fait, si dans ce cas-là, en fait dans ce type de situation, les acheteurs auront potentiellement plutôt intérêt à se focaliser sur les indices forts et les vendeurs, eux, à se focaliser sur des indices faibles.
Tony me dit un point bas sur le 440 sur une fermeture de gap à 4345 points est-elle envisageable? Effectivement, si on a laissé un gap ouvert à 4345 points, on pourrait revenir le fermer. Ce serait potentiellement le cas si le S&P cassait les 2085 points et entamait une correction. Alors l'Europe pourrait corriger plus nettement. Donc voilà, attention aux monnaies, c'est elles qui changent la donne. Pour le moment, les indices, eux, restent en tous les cas particulièrement haussiers. Sur les actions, on a quelques décalages. Dans les baisses du jour, en fait, on a principalement des titres sur lesquels il y a eu des dividendes qui ont été donnés. Sinon, on a des titres qui sont sous pression parce qu'ils sont en tendance baissière ou ils ont pâti de mauvaises publications. Exemple, Valneva, le titre a chuté fortement vendredi sur une mauvaise nouvelle et aujourd'hui, le titre est toujours sous pression. Air France, elle pâtit du pétrole élevé. Et puis Eutelsat, par exemple, c'est par exemple un titre qui a publié le 13 mai dernier et depuis, il est sous pression. Donc vous voyez, dans les baisses, il y a principalement des titres qui sont dans des tendances baissières, qui sont sous pression, ou bien des titres qui ont détaché des dividendes. Dans les hausses du jour, on retrouve Compagnie des Alpes qui décale vers ses plus hauts annuels. On retrouve Nicox. Nicox, c'est une biotech spécialisée dans l'ophtalmologie. On avait vu il y a un mois que le titre Nicox était sorti d'un canal baissier majeur. Et bien là, Nicox est à 12,40 € ce matin. Elle a atteint son objectif 1. Et l'objectif 2 de la hausse qu'on avait défini ensemble, c'était la zone des 14,50. Donc il y a encore un potentiel haussier de 15% pour atteindre ce second objectif, si tant est que, bien sûr, les acheteurs gardent la main et qu'on fasse des plus bas de plus en plus haut. Si on venait à casser la tendance haussière de court terme, eh bien, on pourrait voir une consolidation se mettre en place. Pour l'instant, en tous les cas, les acheteurs gardent la main. On retrouve aussi dans les hausses du jour Eramet. Donc Eramet, je vous en parlais en début de cette émission, c'est le secteur des matériaux de base, secteur très recherché la semaine dernière. Ça dure encore pour le moment. Le titre retrouve ses plus hauts annuels et on verra s'il arrive à les dépasser ou non. Si on les dépasse, on peut accélérer vers la prochaine résistance. A contrario, on pourrait voir un range se créer. On retrouve aussi dans les hausses du jour Morel et Prom qui profitent du pétrole fort. Vous voyez que Morel et Prom en plus travaille une oblique de soutien ici qui passe par tous les plus bas et qui matérialise la tendance. Je trouve intéressant de voir aussi des titres jusqu'ici délaissés qui rebondissent ce matin, comme Spire Communication, titre complètement délaissé depuis un an en tendance fortement baissière. Le titre a été divisé par 3, mais là, on a peut-être touché un support et il y a un rebond technique qui tente de se mettre en place. Même chose sur Parrot. Parrot qui est dans une tendance baissière, qui avait souffert à la publication de ses résultats le 13 mai dernier. Et vous voyez que le titre Parrot est dans les starting blocks, sous une oblique de résistance de moyen terme. Si on arrivait à la dépasser, on pourrait voir peut-être un rebond technique se mettre en place. Donc en gros, dans les hausses, vous avez le secteur des matériaux de base, vous avez des biotech et vous avez des sociétés pétrolières et vous avez également des titres jusqu'ici délaissés qui tentent des rebonds techniques. Voilà un petit peu la dynamique de la séance. Donc on a vu les indices haussiers, mais il faut faire attention à leur force relative dépendamment de leur monnaie. On a vu les différents groupes d'actions haussières et baissières. On va regarder les matières premières. Dans les matières premières, on retrouve le gaz naturel qui est sur ses plus hauts du mois de janvier. Le gaz naturel qui est dans une tendance haussière suite à la sortie d'un triangle chartiste. La forte hausse du gaz, je vous le répète, est due aux chaleurs aux États-Unis, ce qui engendre de la consommation de gaz dans les climatiseurs. Le soja reste recherché. Le soja, on avait vu qu'il était dans une belle dynamique haussière depuis à peu près une quinzaine de semaines. La semaine dernière, on était sous résistance. Elle a été dépassée en force. Donc, tant que les cours du soja évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 séances, qui matérialise bien la tendance, eh bien, la hausse peut perdurer. Si et seulement si, à un moment, on a un chandelier de retournement ou une rupture de cette tendance, eh bien, on parlera de correction. En attendant, les acheteurs ont la main. Ensuite, on peut parler du blé.
Le blé, attention, attention, attention. J'ai écrit une analyse sur le blé que vous pouvez retrouver dans la rubrique Analyse et actualité du site de CMC. Ça s'appelle Blé, une graminée sous haute surveillance. Donc les cours du blé sont dans un biseau descendant, sous une oblique de résistance de moyen terme. Si on venait à casser la zone des 500-505 cents par boisseau sur le blé, il pourrait potentiellement y avoir une sortie de cette figure de moyen terme. Et une sortie de biseau à moyen terme, eh bien, c'est un potentiel haussier appréciable qui se développerait potentiellement au-dessus de cette figure. A contrario, bien sûr, si on échoue sous cette zone de résistance, on pourrait continuer d'évoluer dans le biseau. En tous les cas, je vous invite à lire l'analyse au sujet du blé. Ensuite, le Brent, dont je vous ai parlé en début d'émission, eh bien, le Brent, pour la 3e semaine consécutive, il est dans un range. Les traders de range apprécient ce genre de configuration avec la possibilité de se placer sur les bornes basses ou hautes du range. Les traders de tendance, eux, attendent potentiellement une cassure de ce range, soit à la hausse, soit à la baisse. On verra dans quel sens on sort. Si on venait à casser par le bas et à casser le canal haussier, on parlerait de retournement du pétrole. En attendant, tant qu'on tient ce range, il y a aussi la possibilité qu'on en sorte par le haut. Concernant le riz, on s'est stabilisé sous résistance. Souvenez-vous, les 11,25, c'est une résistance clé. Donc les cours sont revenus se poser dessous. Et bien comme d'habitude, si on échoue sous résistance, on reviendra vers le support. Et si on reviendra vers le support, on s'intéressera de nouveau au cours du riz et à une éventuelle réaction sur support comme on l'a vu la semaine dernière. Et puis si la résistance passe en force, puisque pour l'instant les acheteurs n'ont pas l'air de lâcher la main, c'est une possibilité. Si on passe la résistance en force, on pourrait retrouver les plus hauts du mois de mai. Le sucre, même chose, continue son appréciation. Le sucre, c'est assez hallucinant. Regardez le graphique en données mensuelles. Ça fait 9 mois sur 10 que le cours du sucre s'apprécie. Et les cours du sucre ont pris 88% en l'espace de 9 mois. Comme quoi, les matières premières agricoles, c'est parfois beaucoup plus intéressant que certains indices boursiers. Et puis, pour finir, l'argent. Donc l'argent, tendance haussière de moyen terme. On a touché l'oblique de soutien pratiquement la semaine dernière. On est reparti à la hausse grâce au NFP de vendredi. C'est la même chose sur l'or. Mais comme je vous le disais, attention. Attention, attention, pour moi, ce ne sont pas des tendances qui sont nées potentiellement vendredi, c'était des contre-coups. On avait eu une baisse de l'or, on a eu un contre-coup haussier, sauf que ce matin, on a touché 1250$ et 1250$, c'est le milieu du range. Donc, tant qu'on est sous le milieu du range, eh bien, on peut très bien soit partir à la hausse, soit à la baisse. Donc, autant la semaine dernière, je vous parlais du support, de la probabilité haussière en cas de baisse du dollar, etc. Et il y avait un timing qui était intéressant. Autant là, en plein milieu d'un range sous résistance, je ne sais absolument pas ce que cela va donner par la suite. Si Janet Yellen reste confiante sur les possibles hausses de taux, le dollar s'apprécierait et l'or pourrait retomber. Si au contraire, eh bien, Janet Yellen botte en touche et note des mauvais chiffres de vendredi, alors là, le dollar pourrait continuer de baisser et l'or en profiterait. Mais voilà, je veux vous faire passer le mot dans cette émission. Il y a 2 choses importantes que je note à vous dire en ce début de semaine. 1, les indices sont haussiers, mais attention, choisir les bons. Les US sont haussiers, les autres un peu moins. 2, les mouvements qu'on a vus se faire vendredi, baisse du dollar, hausse de l'euro, hausse de l'or, ce ne sont pas forcément des tendances. Ce sont des contre-coups qu'on a vus se faire vendredi relativement violemment. Et maintenant, il faut être beaucoup plus prudent. Et justement, on va finir cette matinale avec les devises. Dans les devises, on retrouve l'AUD-NZD qui a fait une mèche basse à 1,0527 à proximité de la borne basse de son range. Donc je vais retirer les obliques. Vous voyez que l'AUD-NZD a commencé à réagir sur une zone de soutien de moyen terme. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait qu'un redémarrage se fasse et qu'on casse des résistances. Ce n'est pas encore le cas. En tous les cas,
intéressant de voir que vendredi, on a fait une longue mèche basse. C'est une paire, la UDNZD, qui pourrait être très volatile cette semaine puisqu'on a rendez-vous avec les banques centrales de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et puis pour finir cette émission, le dollar américain. Le dollar américain, on avait vu qu'il avait été haussier pendant 4 semaines. On avait vu la semaine dernière qu'il était sous résistance. On avait vu qu'il y avait une inversion de polarité potentiellement sous l'oblique de soutien bleu ici qui avait été cassé. Et on avait dit que si le support des 94 points cassait, on pouvait avoir des fortes hausses sur l'or et sur l'euro-dollar. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Et donc le message que je veux vous donner en début de semaine, c'est attention, ce n'est pas forcément la naissance d'une tendance baissière sur le dollar. Le dollar vient de passer de résistance à support. Les 94 points, c'est une zone très travaillée au mois d'avril. Et si Janet Yellen et les membres de la Fed se voient toujours confiants sur une hausse de taux à venir, le dollar pourrait tenter de se stabiliser, voire de rebondir. Et si tel devait être le cas, l'or et l'euro-dollar pourraient de nouveau consolider après s'être très bien apprécié vendredi. Donc voilà, on a fait le tour et donc l'euro-dollar, c'est la même chose que sur l'or. L'euro-dollar, là il y a un timing de vente attractif puisqu'on est sous la borne haute d'un canal. Là il y a un timing intéressant puisqu'on est sur un support de moyen terme. Par contre là à 1,1375 ce matin, soit les plus hauts de février, donc une résistance intermédiaire, eh bien on a atteint un objectif de prix. Mais rien ne nous dit que ça va entraîner une tendance haussière et que l'euro va continuer de s'apprécier comme ça. On le verra. On verra si Janet Yellen se veut confiante et faire monter le dollar, l'euro-dollar pourrait faire un pullback sur les 1,13 et la moyenne mobile à 20 jours. Au contraire, si le dollar se déprécie et que l'euro-dollar casse les plus hauts du jour et les 1,1380, on pourrait alors voir une nouvelle appréciation se faire en direction des 1,1470, 1,15. Donc voilà. Prudence, patience, c'est le début de semaine. Pas de gros décalage pour l'instant sur les marchés. C'est une semaine transitoire avant la Fed la semaine prochaine. Les indices américains restent haussiers, les indices européens sont un peu plus neutres. Quant à l'euro et l'or, attention, on est passé de support à des résistances et pour la suite, tout dépendra des discours et des statistiques à venir. Donc restons pragmatiques et factuels. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions. On a fait le tour de tous les actifs qui, je pense, vous intéressent. On reste donc stable sur CAC et DAX. On reste haussier sur les US et on va voir ce que Janet Yellen nous dit aujourd'hui à 18h30. Merci à tous d'avoir été présents pour cette matinale. Bon trading à tous, bon appétit, bonne journée. Et puis, je vous retrouve demain à 10h tapante avec grand plaisir. Je vous invite d'ici là à aller bien sûr lire les analyses sur la livre, sur le blé et sur l'euro-dollar notamment, que vous puissiez bien comprendre quels étaient mes axes de réflexion précédents et ce que cela a engendré sur les marchés. Voilà, bonne journée à tous et à demain.